Wikipix est donc une société qui produit et édite des jeux vidéo, principalement sur les plateformes mobiles, mais pas que. On existe depuis 2008, on a été créé par des anciens de chez Vivendi Games Mobile. Aujourd'hui, on est une trentaine de permanents. On est basé à Vélizy, et pour donner un chiffre parlant, depuis 2008, les jeux qu'on a édités totalisent à peu près 100 millions de téléchargements, tous stores confondus. Nous, en tant que producteurs, on sait fabriquer, développer des jeux vidéo, les concevoir, donc soit à partir d'une idée originale qui vient de chez nous, soit si on travaille avec un partenaire en adaptation d'une licence ou d'une IP qui existe déjà, ou en co-créant, comme c'est le cas par exemple pour Super Polyphilo dont on va parler aujourd'hui. On est aussi prestataire de services, donc sur la partie fabrication évidemment, on fabrique des jeux vidéo sur commande, on fait beaucoup de conseils aussi, donc en conception, aussi en diffusion. En termes de positionnement, on est l'éditeur des indépendants, l'éditeur des indés, donc ça vient du fait justement, je le dis, qu'on travaille avec beaucoup de petits studios qui ont des titres avec une patte particulière en général et qui peuvent venir de partout dans le monde. Et on a une ligne qui va du jeu casual au jeu plus gamer jusqu'à mid-core. Mais en même temps, on est amené à faire des jeux parfois preschool parce qu'on a une ligne transmédia qui nous fait aller vers des projets d'adaptation de licences existantes. Par exemple, quand on est du transmédia adaptation, ça va être du Maya l'abeille, ça va être du Calimero, ça va être du Fort Boyard, ça va être du Question pour un champion. Donc là, on est dans une configuration où on arrive sur une propriété qui existe déjà, qui a déjà fait ses preuves et qu'on va décliner. On fait aussi du transmédia natif, donc là ce sont des projets qui sont très intéressants, où on va arriver à une phase où le projet est en train d'être conçu simultanément sur toutes les plateformes. Donc nous, dans ce cas-là, on participe à la conception du jeu vidéo qui fait partie du dispositif global. Super Polyphilo, donc le jeu dont il est question. Pour vous l'expliquer, je vais être obligée de vous expliquer un petit peu comment c'est parti et le sujet duquel il est inspiré. Donc en fait, ça a commencé il y a plus de 2 ans, quand on a rencontré Nicolas Buff, qui est un artiste franco-japonais, qui vit au Japon, et qui a grandi en France, et qui a décortiqué un ouvrage, un vieux livre qui s'appelle Le songe de Polyphile, et qui a décliné tout un univers artistique depuis ses débuts dans le métier jusqu'à aujourd'hui, donc quelque chose de très riche et de très profond. Le songe de Polyphile, donc c'est un livre qui date du XVe siècle, qui a été imprimé à Venise en 1499. L'histoire, c'est, on suit Polyphile, donc qui est le héros et qui est amoureux de Polia, qui ne l'aime pas. Donc Polyphile un jour s'endort au pied d'un arbre et rêve, et dans son rêve il va partir à la recherche, sinon poursuite de Polia. Donc en fait cette recherche-poursuite ça va être un prétexte pour faire passer Polyphile par différents décors de la Rome antique, alors une Rome antique sublimée, il va rencontrer des personnages qui vont l'aider ou pas l'aider, qui vont être des nymphes, des dragons. Alors évidemment on a repris l'histoire qui aurait pu être un scénario de jeu vidéo, c'était prescripté pour nous. On a repris à la fois l'histoire, la quête de Polio, et on a aussi repris les décors, les descriptions détaillées qui en fait en font des tableaux de jeu tout simplement pour nous. C'est un puzzle platformer. Donc ça veut dire qu'on a un personnage qui se déplace latéralement, qui va aller de plateforme en plateforme, qui va devoir sauter, éviter des obstacles, mais aussi réfléchir à certaines manières d'atteindre un but qui vont l'obliger à aller explorer, qui vont l'obliger à essayer plusieurs choses. Et puis il y a des phases d'énigmes. Alors des énigmes qui vont être là pour apporter de la variété au gameplay, mais dans lesquelles on va aussi inciter le joueur, pour les résoudre, à aller davantage explorer son environnement et le décor, puisque c'est un jeu qui est dynamique, mais le challenge n'est pas vraiment sur la dextérité. On le veut comme un jeu qui soit exploratoire, contemplatif, un jeu très beau, donc on a envie que le joueur passe pas à côté de la richesse de ces décors-là, qui ont été faits par Nicolas. Pour autant, on veut que le jeu soit, qu'il y ait plusieurs manières de l'apprécier, plusieurs niveaux d'appréhension. Donc un niveau évidemment où on va creuser, où on va aller chercher des références, où on va s'intéresser aux liens culturels, mais aussi un jeu une approche où on va être là uniquement pour le plaisir de jouer.
Et puis on aime l'idée de remettre au goût du jour donc ce livre qui est considéré comme l'un des plus beaux livres au monde, qui est assez méconnu malgré son caractère fondateur. Je pense qu'assez naturellement le projet rentre dans certains critères de médias comme par exemple l'innovation. Donc dans l'innovation, j'ai envie de parler de la collaboration avec un artiste plasticien qui n'a jamais travaillé dans le jeu vidéo. L'identité visuelle qui est très forte. Ce qui est assez original en l'occurrence, c'est l'insertion d'icônes pop culture en anachronisme total dans les ruines de la Rome antique. Je pense que ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'au niveau des éléments de pré-production qu'on a présentés, on était vraiment prêts, en tout cas sur tout ce qui est concept visuel, puisqu'on a pu réutiliser beaucoup d'œuvres de Nicolas avant. Donc on est arrivé avec un fond où on savait ce qu'on voulait, on avait une note d'intention artistique assez précise, on avait beaucoup travaillé sur le concept et on avait des éléments qui étaient prêts, qui étaient jolis à insérer au dossier. Donc ça, je pense que ça aide les experts à visualiser exactement ce que ce sera, que c'est rassurant. Je pense que ce qui a aussi probablement aidé le projet, c'est que à la fois le sujet et le traitement ont une portée internationale et que dans la stratégie de distribution, en tant qu'éditeur, on a vraiment une portée internationale dans le monde entier, donc soit en direct, soit nos partenaires locaux. Mais quoi qu'il en soit, la diffusion est vraiment pensée dès le départ comme worldwide. Voilà. Les partenaires qui travaillent sur le projet ont pu aussi contribuer à le légitimiser, je pense, auprès de médias, dans le sens où on a quand même Arte, qui est coproducteur. On a la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques qui nous suit aussi financièrement et de manière générale. Nicolas qui a un rayonnement international. Et Bulkypix qui est une société relativement expérimentée quand même dans son domaine. D'une part, si on regarde le nombre de jeux, le nombre de projets de jeux qu'on a menés à bien en termes de production et en termes de commercialisation, mais aussi si on regarde l'équipe, on a une équipe qui est relativement senior. Pour vous donner un exemple, on a notre président et notre directrice de production qui ont chacun plus de 15 ans d'expérience dans le jeu vidéo, notre directeur artistique qui a plus de 20 ans. Enfin, on est sur des niveaux d'expérience qui, pour l'industrie, sont relativement significatifs. On s'est dit qu'on allait vraiment déposer à partir du moment où, sur le fond, on avait une note d'intention, on avait une proposition vraiment aboutie. En termes de visuel, on était prêt et on a attendu aussi d'avoir des partenaires pour pouvoir justifier d'un financement crédible, pertinent. Donc une fois qu'on a eu Arte, une fois qu'on a eu une aide d'engagement, etc., on s'est dit qu'on pouvait y aller à ce moment-là. En termes de marché, nous on adresse systématiquement le monde entier parce que les coûts de localisation, bon, ça dépend toujours des projets, mais de manière générale, ce sont surtout des coûts de traduction. Suivant le jeu, ça peut être relativement négligeable par rapport aux perspectives de revenus quand on élargit le territoire. Donc on vise le monde en général, mais c'est vrai qu'il y a des disparités. Alors, je ne parlerai pas nationale ou même européenne, mais plutôt régionale au sens grande région. On va dire qu'il y a une région occidentale en fait pour le jeu vidéo. En Europe, aux États-Unis, les joueurs ont le même mode de consommation, à peu près les mêmes goûts. Par contre, les Japonais, pas du tout. Donc c'est plutôt là que je mettrai le clivage en fait. C'était la première fois qu'on est posé, donc j'ai pas beaucoup de conseils à donner, si ce n'est que le principal retour d'expérience, ce qu'on est content d'avoir fait, c'est d'avoir anticipé la préparation du dossier, d'une part parce que c'est quand même assez lourd, et que ça nous a permis en fait d'arriver dans une phase où chez Média, on a eu un accompagnement, on a bénéficié de conseils précieux, on vous en remercie, qui nous ont aidés à faire un dossier correct. Et je pense que si on avait fait ça à la dernière minute, ça n'aurait pas été possible de la même manière. Média, on le perçoit évidemment comme une source de financement, mais c'est vrai que ça a la particularité d'être, à ma connaissance, le seul guichet qui finance une création réellement européenne et qui attribue ses subventions sur l'avis d'un panel d'experts qui est international de ce que je sais. Donc en ça, c'est vraiment une caution européenne. Et je rebondis sur le mot caution parce que en dehors du financement, je pense que ça apporte aussi de la légitimité au projet dans le sens où il a été analysé, décortiqué et validé par un panel d'experts internationaux. Donc j'espère que ça va nous aider dans la suite du projet. Je pense qu'effectivement, créativité et innovation sont deux bons ingrédients.
avec peut-être une petite modération sur le côté innovation, parce que si on regarde les tops dans le mass market, le top des ventes, finalement le type de gameplay est très 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 concentré. Ça va être vraiment, ça va tenir sur la doigt d'une main, ça va être du tir, ça va être du sport. Donc finalement, pour nous, l'innovation, elle doit être ailleurs. Elle doit plus être dans la proposition, dans l'expérience. Je vais prendre un exemple chez Wikipedia, qui pour moi est parlant, qui s'appelle Please Don't Touch Anything. Donc c'est un jeu qui a été fait en plus pendant une game jam, donc le concept est vraiment simpliste, mais ça marche. En fait, on a un seul tableau dans le jeu, ça représente, on voit dans l'écran, dans le tableau, un écran qui représente une ville, et devant il y a une console, un peu à la Homer Simpson, voilà, devant sa centrale nucléaire. Et sur la console, il y a un bouton rouge. Il y a un opérateur qui est devant et qui nous laisse en disant je m'en vais, s'il vous plaît ne touchez à rien, et il nous laisse. Voilà. Et donc évidemment, il y a plein d'issues possibles, mais la plus fréquente est que bim, on appuie sur le bouton. Et là du coup, ça déclenche des choses, des énigmes, et on est amené à prendre une succession de décisions, et en fonction de celle-ci, la fin va être différente. Donc c'est un jeu qui peut quand même durer jusqu'à 4 ou 5 heures, hein, pour faire vraiment toutes les combinaisons, etc. Mais là, même si finalement on est sur un gameplay qui est du point and click, énigme, donc c'est quelque chose, c'est pas spécialement innovant, mais l'approche est particulière et on pense que le joueur se dit « Ah, j'ai jamais joué à un jeu comme ça ». Après, pour parler de transsectorialité, puisque ça nous concerne un petit peu, on pense aussi que ça peut être alors, un facteur d'innovation, parce que forcément on met ensemble deux industries différentes qui ont leur manière de fonctionner, leurs univers, leurs codes, donc le dialogue va donner des choses nouvelles en termes de réalisation, mais pourquoi pas aussi des nouveaux formats. Je pense aux jeux documentaires par exemple, il y en a quelques-uns qui ont bien marché, je pense à Formacone par exemple, qui sont très très intéressants. Je pense que si la communication est bien faite des deux côtés, donc si on prend l'audiovisuel avec le jeu mobile, on peut finalement réussir à faire converger les deux cibles et avoir une audience plus importante. Donc c'est une piste qui nous intéresse et vers laquelle on va de plus en plus.